Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. La Marseillaise sur Sud Radio, ce chant de guerre devenu hymne national, en 1879, André Berkoff, et ce siècle, eh bien le 19e, figurez-vous qu'il a été vraiment fondamental dans l'épanouissement national et la fabrique de la nation française, et c'est d'elle dont on va parler aujourd'hui sur Sud Radio, André Berkoff, avec nos invités. Oui, absolument, avec nos invités, et deux invités, non des moindres, donc Éric Anseau, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lorraine, qui est spécialiste d'histoire politique et sociale de la France et qui vient de publier une brillante histoire de la nation française, du mythe des origines à nos jours, aux éditions Talendier. Et avec le dramaturge Jean-Marie Bessé, qui lui a choisi un chapitre très spécial de cette histoire française. C'est une rencontre rêvée entre Macron et De Gaulle. Macron dort, rêve, et lui apparaît le spectre du général. Ça se joue en ce moment à Paris au théâtre de Jazet, et vraiment, si vous êtes à Paris et si vous venez visiter Paris, allez au théâtre de Jazet et allez voir cette confrontation entre Macron et De Gaulle. Et en fait, ça nous ramène effectivement à c'est quoi la France? Et je dis c'est quoi la France parce que je voudrais dire quelque chose. C'est en ce moment, je suis assez frappé de voir dans un certain nombre de fenestrons de médias en disant oui, mais c'est quoi être français? Oh, ça veut rien dire. Oui, d'abord, il n'y a pas de quoi être fier d'être français. Ça veut rien dire d'être fier d'être français. On entend ça de la part de philosophes de sous-préfecture. On entend ça de la part de quelques énergumènes. Peu importe, on va pas s'attarder là-dessus. Mais il y a une espèce de doxa qui consiste à dire oui, bon, la France, d'accord, mais enfin, écoutez, il y a 60 millions d'identités françaises, on va pas en faire un plat. Eh bien, à la fois, le livre d'Éric Anseau, l'essai d'Éric Anseau, et la pièce de Jean-Marie Bessé montrent que, effectivement, la France, ça compte drôlement, aussi bien esthétiquement que le reste. On va pas défendre cela, mais on va en parler longuement dans cette émission, Céline. Et oui, qu'est-ce que la nation française? Comment la définir? Quelles sont ses origines? Doit-on la faire remonter à nos ancêtres les Gaulois, André? Mais a-t-elle encore un avenir? Eh bien, on va soulever toutes ces questions avec nos invités dans un instant sur Sud Radio. Oui, Jean Ferrat qui rend hommage à notre si beau pays, André Berkoff. Eh bien, nous, aujourd'hui, sur Sud Radio, c'est la nation française que nous allons célébrer avec nos invités, à savoir Éric Anseau, éminent historien, auteur d'un livre remarquable sur ce sujet, André, et Jean-Marie Bessé, célèbre dramaturge qui lui a écrit 4 pièces autour du général de Gaulle. Alors bonjour à vous deux. Bonjour. Alors bonjour André, bonjour Céline, bonjour Jean-Marie Bessé. Je suis désolé de ne pas être physiquement présent avec vous aujourd'hui, mais c'est pour la bonne cause. J'avais cours à l'université de Lorraine ce matin avec des cours sur le Second Empire et les laïcités. Vous alors écoutez, on vous va êtes pas pardonné. les étudiants de cela. Et puis vous êtes là de toute façon, Éric Anseau. Alors Éric Anseau, justement, avant de parler avec vous des 4 âges de notre nation, des origines à aujourd'hui, parlons du général Jean-Marie Bessé. Votre nouvelle pièce s'intitule De Gaulle. De Gaulle apparaît en songe à Emmanuel Macron, c'est donc une fantaisie politique. Expliquez-nous pourquoi vous avez tant écrit sur le grand Charles. Parce que je suis né le 22 novembre, comme Charles de Gaulle. Donc, si vous voulez, la même année. Non, on a 69 ans d'écart, mais en fait, je suis un gaulliste de naissance, si vous voulez, voilà. Et en fait, pourquoi Macron? Parce que il y a un péché originel chez Macron. Quand il a dit pendant sa première campagne électorale, je crois, il n'y a pas de culture française. Ouais. Et ça, c'est un vrai péché originel. C'est un mot qui est un péché originel. Alors, je ne parle pas de ça dans la pièce vraiment parce que c'est un songe d'Emmanuel Macron. J'ai imaginé qu'un soir à l'Élysée, dans un petit salon, n'arrivant pas à dormir, il allait lire et puis il s'endort et puis le général de Gaulle, comme la statue du commandeur, lui apparaît comme ça dans ce songe et donc ne peut pas. Et
il peut pas trop en même temps lui remonter les bretelles, le général, puisque c'est un songe qui se passe dans la tête d'Emmanuel Macron. Donc évidemment, c'est pour ça qu'il l'engueule pas tellement, quoi. Non, mais le ton est un peu d'une comédie à la Sacha Guitry, si vous voulez. Donc je crois qu'il y a de l'humour, et puis c'est un conte philosophique un peu à la façon du songe de Scipion de Cicéron. Tout à fait. Mais la question de Céline aussi, c'était pourquoi vous avez tant écrit sur le général de Gaulle. Vous avez fait 3 pièces, je crois. Non, 4 pièces. C'est vrai que j'ai lu que votre passion, en quelque sorte, pour ce personnage remonte à votre enfance. Oui, mais je crois quand même que quand on a eu la chance d'être contemporain de cet homme-là, finalement, je crois que dans l'histoire de France, si vous voulez, il est l'égal de deux autres plus grands, peut-être, que sont Louis XIV et Napoléon. Donc, si vous voulez, pour un auteur dramatique, c'est quand même pain béni d'avoir été le contemporain de cet homme-là. Et moi, je pense qu'il a un peu, évidemment, fermé la porte, quoi. Et oui. Alors que vient faire le fantôme du général à l'Élysée? Des critiques, des éloges. On en parlera en détail dans un instant sur Sud Radio avec vous, Jean-Marie Bessé. Donnons tout de suite la parole à Éric Anseau, qui publie un livre remarquable, l'histoire de la nation française, paru chez Talandier. Alors aujourd'hui, Éric, ce sujet est d'autant plus capital que la France est vraiment mise à mal. La nation française sent le soufre, dites-vous. Expliquez-nous pourquoi. Alors, si vous voulez, pendant longtemps, il y a eu des divisions dans notre pays, les deux France, la gauche, la droite, mais tout le monde s'accordait autour d'une forme de roman national qui était né sous la Troisième République. Et depuis les années 1960-1970, se sont immiscés dans le débat ce que j'appellerais les déconstructeurs, les partisans de la repentance perpétuelle. Le balancier a oscillé de l'un à l'autre et aujourd'hui, les deux camps s'affrontent quasiment à armes égales. Et l'historien que je suis a voulu, parce que bien évidemment ni les uns ni les autres ne détiennent la vérité historique, l'historien que je suis a voulu essayer de rétablir un certain nombre de vérités. Là, je me tresse des louanges, vous allez dire, mais j'ai des amis qui ont déjà lu le livre et qui m'ont dit « Ah, Éric, ton livre, il se lit comme un roman. » Mais j'ai ajouté « pas comme un roman national. » C'est un récit. Un récit historique. Alors, Éric Anseau, qu'est-ce que la nation française? Cette question s'est posée à de multiples reprises au cours de l'histoire. Comment peut-on la définir exactement? Écoutez, je partirais peut-être d'abord d'Ernest Renan, le grand Ernest Renan, qui avec le général de Gaulle, dont parlait à l'instant Jean-Marie Besset, j'ai regardé l'index, le personnage qui revient le plus dans mon ouvrage. Et Ernest Renan a fait une très grande conférence sous la Troisième République en 1882, mars 1882, dans laquelle il définit la nation. Et il commence par dire que c'est un sujet extrêmement complexe, une idée claire, dit-il en apparence, mais qui prête en fait au plus dangereux malentendu. Et il enchaîne en parlant d'un très riche legs de souvenirs, en fait. Donc, vous voyez, une forme d'identité française. Mais la Révolution est passée par là. Et nous avons perdu également, en 1870, l'Alsace et la Lorraine. Et il se trouve que si en Alsace et en Lorraine, on avait consulté nos compatriotes, les Allemands, bien évidemment, n'ont pas voulu le faire, ils auraient voulu rester français. Et donc, Renan ajoute, c'est également un plébiscite de tous les jours. En d'autres termes, pour appartenir à la nation française, il faut le montrer, il faut le prouver. Et le vouloir. Je vais vous donner aussi la définition de l'Académie française. Elle est très belle, elle rejoint celle de Renan. L'Académie française dit que la nation, c'est une communauté dont les membres sont unis par le sentiment d'une même origine, d'une même appartenance, et d'une même destinée. Donc vous voyez, il y a à la fois un passé commun, un présent partagé et un avenir qu'on espère commun. Et oui. Alors les origines de la France, doit-on les faire remonter à 1789, à la bataille de Bouvines, au baptême de Clovis, comme le disait De Gaulle, ou à nos ancêtres les Gaulois? Ça, c'est une question très complexe. Et les lecteurs de mon livre et vos auditeurs aujourd'hui risquent d'être un petit peu déçus parce que, si vous voulez, j'ai une métaphore géologique dans mon livre. Je dis que la nation s'est constituée par sédimentation successive. Et puis, on aura peut-être l'occasion de l'évoquer tout à l'heure. Il y a eu des moments de très forte cristallisation.
Alors, le général de Gaulle, que j'aime beaucoup comme Jean-Marie Besset, faisait remonter en fait la nation, vous l'avez dit, hein, au sacre de Clovis, au baptême de Clovis, pardon. Alors, j'aime beaucoup le général de Gaulle, mais sur ce point, je suis contraint d'affirmer un petit peu ce qu'il dit, parce que on a aussi, vous savez, nos présidents, on pensera à Sarkozy, qui voulait qu'on réenseigne nos ancêtres les Gaulois à l'école, et on Oui. évoquait Macron. Macron qui ne cesse de parler des Gaulois réfractaires pour qualifier nos compatriotes. On se souviendrait également qu'au moment où le général de Gaulle prend le pouvoir, paraît Astérix le Gaulois et que notre premier satellite sera baptisé justement Astérix. Mais en fait, quand on Donc regarde on les choses... remonte, alors un juste petit peu Éric plus Anso, près, hein. alors pour vous, ça remonte à quand en fait? Et ben voilà, on en vient Ouais. au fait. Après ce long détour, je dirais que la nation s'est véritablement constituée au Moyen Âge et avec les monarques capétiens. Eh oui. vous voulez. Alors, quel rôle fondamental, justement, a joué la monarchie capétienne dans la naissance de la nation française? Et pourquoi a-t-elle élaboré aussi un récit national? Alors, elle a élaboré, la monarchie capétienne, un récit national parce qu'elle en avait besoin. Elle cherchait à s'affirmer. Elle n'était pas encore au XIIe, XIIIe siècle très consolidée, si vous voulez. Elle avait plusieurs adversaires, je dirais pas ennemis, mais pouvoirs concurrents. On pensera à la papauté qui empiétait sur le bien royaume sûr. de France, puisque le pape levait à l'époque, il faut savoir, des royaumes, hein, des impôts, pardon, sur le royaume de France. On pensera au Saint-Empire romain germanique. Il se trouve que les deux étaient en conflit, donc le roi de France en a un petit peu profité. Il y avait également les grands féodaux, et puis les nouvelles provinces qui s'agrégeaient petit à petit sous Philippe Auguste, qui est l'un de nos très grands rois, hein, entre 1180 et 1223. Imaginez, il a régné 4 décennies. Hein. Il faut savoir que la Normandie, que la Miennois, que l'Auvergne, que l'Anjou, la Touraine ou le comté de Toulouse ou le Languedoc sont agrégés au royaume. Mais bien évidemment, tout ça ne fait pas encore nation. Donc c'est pour ça que nos rois, en s'appuyant un petit peu sur l'Église, sur un certain nombre de récits, sur la loi, vont, par l'histoire, essayer de constituer cette nation. On pensera par exemple au rôle de l'abbaye de Saint-Denis avec Suger. Hein, c'est tout à fait un moment clé. Et Philippe le Bel, qui a vraiment œuvré pour le récit national. Ah, Philippe le Bel, c'est l'un de nos très très grands rois. Alors à chaque fois que vous m'invitez, André et Céline, vous m'aviez invité pour la laïcité, les élites, à chaque fois, je vous parle de Philippe le Bel. Hein. On rappellera à vos auditeurs qu'il règne de 1285 à 1314. Donc là aussi, c'est un très long règne, hein, trois décennies. C'est le bâtisseur de notre État. Il s'appuie sur des laïcs qui sont les légistes. Hein. On donnera par exemple le nom de Guillaume de Nogaret. Et c'est un jalon très très important pour notre histoire parce que c'est le créateur du Grand Conseil, du Parlement, de la Chambre des comptes et des États généraux. Alors pourquoi j'évoque les États généraux? On va en parler juste, parce que je crois que Jean-Marie Besset voulait intervenir là-dessus avec Éric Anso. Oui. Moi, j'ai été très intéressé en lisant votre livre parce que vous parlez à un moment donné, sous les Gaulois, donc d'une réunion des druides qui est très importante. Et ensuite, il y a une réunion des évêques. Donc, on voit bien que le pays, la nation, se fonde aussi sur sa religion, c'est-à-dire la christianisation de la France, comme si les druides étaient devenus des évêques, si vous voulez, quelques siècles plus tard. Et en fait, c'est cette église sur laquelle l'église de France, quoi, qui va être... Parce que jusqu'à De Gaulle, si vous voulez, ce qui est très frappant chez De Gaulle, contrairement à Macron, peut-être, c'est qu'il est persuadé de la destinée chrétienne de la France, que la France a un destin. Quand il dit « la France sera la France », ou « je me fais une certaine idée de la France », et la France est vraiment presque sous la protection de Notre-Dame de Paris, pour le général de Gaulle. Enfin, voilà. Éric Fille Anso. aînée de l'Église. Oui, Éric Anso, oui. Et d'ailleurs, pour prolonger ce que dit très justement Jean-Marie Besset, je rappellerai que la carte des peuples gaulois, il y a des continuités, hein, c'est quasiment la carte des évêchés après sous la monarchie capétienne. Donc vous voyez une autre forme ici de continuité. Oui, et puis donc les États généraux, c'est la vox populi, donc d'une certaine façon, c'est faire appel au clergé, à la noblesse, aux tiers États, hein, donc 1302 les premiers, et les actes royaux qui commencent à être rédigés en français. Donc, on aura peut-être l'occasion de parler de la langue française. C'est bien évidemment le fait qu'elle va s'affirmer avec un des ferments essentiels avec de un la nation. dramaturge aussi qui écrit en langue française. Et c'est vrai, je voudrais juste dire un mot par rapport à vous deux et ce qui se passe. Moi, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est hallucinant
de voir que des gens, y compris, enfin des Français, et qu'ils soient de souche ou pas de souche, ça n'a aucune espèce d'importance, mais qui nient cette espèce de spécificité, qu'elle soit de la culture ou du passé ou des valeurs. C'est quand même assez hallucinant de voir ça et se développer. Mais on en reparlera, ça. Eh oui. Tout à l'heure, Éric Anso, vous avez évoqué effectivement des moments forts de cristallisation pendant l'histoire, effectivement. Il y a eu effectivement les guerres, notamment cette guerre de 100 ans. Vous dites qu'elle a été une étape paradoxale de la construction nationale. En quoi l'a-t-elle été? Racontez-nous. C'est ce que montre Colette Beaune, qui est une éminente médiéviste. Hein. Elle a publié un livre, 40 ans sur le sujet. Donc, je me suis beaucoup inspiré ici de son travail. Je suis 19e, comme vous le savez. D'un mal, en fait, est sorti un bien. Alors, le conflit dynastique, hein, entre la dynastie des Plantagenets anglaises et les Valois, jeune dynastie française pas consolidée encore en 1328, une série de défaites dramatiques. On rappellera les batailles perdues à Crécy, à 1346, à Poitiers, à Azincourt en 1415, le traité de Troyes qui manque de démanteler le royaume, la guerre civile, ça tourne à la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Et là-dedans, un sentiment national qui commence à s'affirmer. Alors d'une part par l'anglophobie, hein, les Anglais ont fait des choses pas très belles aussi, je pense au massacre de Limoges, hein, c'est le premier qui me vient à l'esprit en 1370, et ce royaume qui a failli disparaître va se consolider et cette nation se constituer avec de grandes figures. On évoquera Bertrand du Guesclin, on évoquera le Grand Ferré, on évoquera bien évidemment Jeanne d'Arc. Et le gentil dauphin, figurez-vous, le dauphin Charles, le futur Charles VII, il est replié sur Bourges, et donc sur la moitié sud de son royaume. Et les gens du sud n'avaient jamais vu le roi. Eh bien, dans cette période de rétractation, il va aller au contact des populations, et ça va être très très important, parce que les sudistes, si j'ose ce terme, sur une radio qui s'appelle Sud Radio, eh bien, vont voir le roi, et ça va consolider ce sentiment national également au sud. Ah oui, mais autre épreuve, on peut dire encore plus périlleuse que cette guerre de 100 ans, il y a eu les fameuses guerres de religion qui ont vraiment failli faire éclater la nation, Éric. Bah oui, le choc entre protestants et catholiques. Et là, on évoquera simplement le massacre de Saint-Barthélemy en 1572. Hein. Alors là aussi, c'est très très important parce que à la faveur des guerres de religion, vous avez un courant qui s'affirme qu'on appelle les politiques, qui sont véritablement des hommes d'État, Michel de l'Hospital, Jean Bodin, etc. Et il voit bien que d'une part, il y a une guerre civile, et là encore, il y a une intervention des étrangers, figurez-vous. Hein. Les Espagnols du côté des catholiques, hein, et du côté des protestants, les Anglais et les Hollandais. Et donc, ils vont encourager le roi, et ça va être Henri IV qui va le faire, à transformer la monarchie pour en faire une monarchie absolue de droit divin qui s'appuiera sur la nation. Très intéressant ce moment, Henri Quichot. Jean-Marie Bessé. Oui, Henri IV, justement, qui s'est donc converti au catholicisme, puisqu'il a dit cette Paris chose. Vaut bien une messe, Paris vaut bien une messe. Ouais. Contrairement, si vous voulez, au Premier ministre anglais qui était musulman et qui a demandé à prêter serment sur le Coran, si vous voulez, je crois. On parlait de Sadiq Khan, le maire de Londres. Le maire de Londres. Oui. Alors c'était quand même une chose incroyable dans un pays qui est une monarchie anglicane, et où le roi est le chef de l'église anglicane. Mais ce que je veux dire, c'est qu'Henri IV, par exemple, c'est lui qui a donné cette abbaye au Vatican, et ce qui fait que depuis, le roi de France est chanoine de Saint-Jean de Latran. Et donc, Saint-Jean de Latran, c'est le général de Gaulle qui a repris cette habitude d'aller à Rome, à Saint-Jean-de-Latran. Donc le président de la République est chanoine de Saint-Jean-de-Latran. C'est intéressant. Et Macron, lui aussi, est chanoine de Saint-Jean-de-Latran. Oui, il y est allé, contrairement à d'autres comme Pompidou qui n'y est pas allé, lui, et aussi Mitterrand qui n'y est pas allé non plus. Mais donc ça fait un point commun, ils sont tous les deux chanoines de Saint-Jean-de-Latran. Et oui, et c'est vraiment après Henri IV, Éric Anso, que le sentiment national a vraiment émergé dans toutes les couches de la population.
Progressivement, oui, Ouais. c'est la monarchie absolue, droit divin qui se met en place. Alors Henri IV, Louis XIII, Louis XIV. Quelques petits éléments factuels qui intéresseront, je pense, vos auditeurs. Le fait que Louis XIII, avec Richelieu, va créer l'Académie française. Donc ça nous ramène ici à la langue, une langue qu'on veut normer et qu'on veut étendre également à tout le pays. Les intendants qui ont été mis en place à partir de 1634 et qui vont se développer sous Louis XIV. Et puis Louis XIV qui est en difficulté et qui va, au moment de la guerre de succession d'Espagne, lancer un appel à tous les Français dans lequel il crée une proximité avec les Français. Et c'est un élément clé, me semble-t-il, de la construction de la nation. Il utilise le jeu et il dit « Français, j'ai besoin de vous ». Et ce message sera diffusé dans les 40 000 paroisses de France. Nous sommes en 1709. C'est drôle parce que c'est exactement ce que De Gaulle a dit au moment de la guerre d'Algérie. Français, j'ai besoin de vous. Il a employé exactement les mêmes termes. C'est. Mais c'est vrai que le rôle de la langue, vous parlez de l'Académie française, Éric Anseau, mais avant, 100 ans avant, il y a la Pléiade et il y a l'idée de Ronsard quand même et de Du Bellay et des poètes de la Pléiade de créer une Franciade en quelque sorte, enfin de créer un roman qui rejoint presque l'Énéide, enfin l'idée que les Romains descendaient des Grecs. Éric Anseau, revenons à cette monarchie absolue de droit divin. Elle sera remise en cause par les Lumières. Comment les élites de l'époque ont-elles vraiment réussi à ébranler cet édifice ? Et si vous voulez, les Lumières ne veulent pas entendre parler. Beaucoup d'hommes des Lumières sont des monarchistes. Antoine Lilti du Collège de France a montré que les Lumières, c'est pour pas les essentialiser, c'est très complexe. Mais par contre, ils sont contre. Alors là, ils sont tous contre la monarchie absolue de droit divin, et ils ont un levier pour lutter contre ça, c'est la nation. Donc, alors que le roi faisait corps pendant la monarchie absolue de droit divin avec la nation, eux, ils vont détacher l'un de l'autre, ils vont faire advenir la nation politique. On pense par exemple à Jean-Jacques Rousseau, il met en avant la souveraineté populaire et la souveraineté nationale, et donc ça va à l'encontre, si vous voulez, de la toute-puissance du roi. Rousseau, il est grand patriote, il est grand partisan de la nation, mais une nation émancipée du roi. Oui, Voltaire ne partagera pas ses points de vue. Il est plus cosmopolite, Voltaire. Vous savez que c'est les frères ennemis des Lumières. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'au Panthéon, ils se font face pour l'éternité, mais ils s'entendaient pas très bien, Rousseau et Voltaire. Eh oui, en tout cas, il faut rappeler que les Lumières ont inventé les droits de l'homme et qu'il faut préciser, André, que c'est la Révolution qui a mis en application les grandes idées des Lumières. On en parlera dans un instant sur Sud Radio avec vous, Éric Anseau. On continuera aussi de parler avec vous, Jean-Marie Besset, de Gaulle et Macron. Qu'aurait pensé le grand Charles de notre président actuel? Vous nous direz tout dans un instant sur Sud Radio après cette petite pause. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les prendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder. Film culte, chanson culte. Et interprète cultissime. Culte. Édith Piaf sur Sud Radio. Éric Anseau, 1789 et l'an 1 de la souveraineté nationale. C'est ce que vous racontez dans votre livre Histoire de la nation française, paru aux éditions Talendier. Quelle nation nouvelle voit le jour cette année-là? Racontez-nous. Je consacre un chapitre entier dans mon livre à la Révolution. C'est le chapitre central, le chapitre pivotal. Vive la nation. C'est le cri de ralliement des soldats français à la bataille de Valmy en 1792. Et Goethe, qui était présent, l'Allemand, qui dira « De ce jour naît une nouvelle époque de l'histoire de l'humanité ». En fait, c'est la nation politique qui était dans les esprits des philosophes des Lumières qui devient une réalité au moment de 1789, quand les États généraux, convoqués par le roi, deviennent l'Assemblée nationale, qu'ils élaborent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où se trouve la souveraineté nationale, à la place de la souveraineté royale, et tout devient national à l'époque. L'armée, la garde nationale, le crédit, et même, imaginez l'impôt qu'on se met à appeler contribution nationale. Eh oui, rappelons effectivement important le rôle de la Troisième République à cette époque, Éric Anseau.
Alors là, on fait un grand bond dans le temps. Oui. Alors la Troisième République, oui. Après le 19e siècle, qui a joué un très très grand rôle, je dirais. Je pense à un personnage comme Guizot, qui a créé le musée de l'histoire de France, qui a également œuvré à l'Institut, la loi Guizot sur l'enseignement. Mais la Troisième République, c'est un moment clé parce que on sort, comme on le disait tout à l'heure, de la guerre de 1870. Il faut tout reconstruire et on va le faire par l'armée. Une armée il y a eu le service militaire qui a été mis en place par la Révolution, mais une armée qui devient plus, je dirais, nationale. Il y a moins d'exemptions sous la Troisième République, et l'école, la fameuse école de la République. Les hussards noirs de la République. C'est Guizot qui a inventé l'instituteur laïque, en fait. Oui. C'était pas encore obligatoire, mais c'était lui qui l'a inventé. Sous Guizot, c'est devenu obligatoire. C'est passionnant, ça. Et avec Victor Hugo, Éric Anso, on peut dire que c'est vraiment l'apothéose de la nation républicaine. En quelque sorte, le symbole. Victor Hugo, qui avait beaucoup divisé les Français dans le passé, qui s'était heurté sous le Second Empire à Napoléon III, mais qui après avait essayé de réconcilier tout le monde. En fait, il meurt en 1885, il a le droit à des funérailles nationales. Imaginez que l'avenue qu'il habitait a été débaptisée de son vivant pour prendre son nom, c'est quand même un cas rarissime. Et on le panthéonise. Et alors le Panthéon, bien évidemment, c'est le haut lieu de la nation, même si aux grands hommes, la patrie et pas la nation reconnaissante, mais en fait c'est la nation reconnaissante, et c'est là qu'on y met tous nos grands hommes. Victor Hugo y a eu droit en 1885 avec un cortège qui est parti, figurez-vous, de l'Arc de Triomphe pour aller jusqu'au Panthéon, qui a jamais traversé tout Paris. Un million de personnes sur le cortège. Oui. J'ai une question à poser d'ailleurs à tous les deux, à Éric Anso et Jean-Marie Besset. Est-ce que c'est parce que on se dit, les grands hommes, vous le dites, vous-même, Éric Anso, a été panthéonisé. Est-ce que c'est De Gaulle qui a refusé le Panthéon? Est-ce qu'on a pensé à le panthéoniser? Et la question que je vais poser à Jean-Marie Besset, est-ce qu'il aurait mérité d'être panthéonisé? À votre avis, Éric Anso? Oui, alors il aurait mérité effectivement d'être panthéonisé, parce que je ne veux pas faire un classement, mais parmi les personnes qui sont au Panthéon, il y a des personnes qui ont moins mérité de la patrie et de la nation que le général de Gaulle, donc il y aurait sa place. Mais il voulait être enterré assez modestement à Colombey, les deux églises. Auprès de sa fille, de sa chère petite fille Anne. D'ailleurs, vous en parlez dans votre pièce, Jean-Marie Besset. Oui, il dit laissez-moi tranquille. Parce qu'il dit à Macron dit j'avais pas pensé à vous mettre au Panthéon. Alors De Gaulle dit à moins que vous ne songiez à me mettre aux Invalides avec l'empereur dans un tombeau de Porphyre. Et donc il dit non, laissez-moi tranquille, je préfère être à Et d'ailleurs, vous parlez juste un mot de sa chapelle aussi. Enfin bon. C'est très drôle. Est-ce que le catholicisme, en fait, et je pose la question à tous les deux, mais c'est intéressant parce que et ce catholicisme qui a imprégné la France, fille aînée de l'Église, est-ce que c'est Éric Anso, c'est la Révolution qui a fait que, la laïcité ensuite, 1905, mais cette séparation de l'Église et de l'État, elle a commencé avant 1905 quand même. Il y a une première séparation, c'est ce que je disais à mes étudiants aujourd'hui, en 1795. Simplement, sous la Révolution, c'est un grand laboratoire, il y a de grandes divisions, et finalement, Napoléon Bonaparte, avec le Concordat, va établir une autre forme de laïcité, un autre seuil de laïcité, donc c'est radicalement différent. Il faudra attendre la Troisième République. Les grandes difficultés, alors on n'a pas le temps de développer ici, mais cette loi de séparation n'intervient pas, je dirais, dans un contexte neutre. C'est-à-dire qu'on en avait besoin. Alors, il y a eu de grandes turbulences. Après, il y a eu la querelle des inventaires. Mais elle a fini par pacifier les choses jusqu'à ce que surgisse, on l'évoquait, l'islam politique dans les années 1980. Sauf sur la querelle de l'école, on parlait plus de laïcité. Moi, quand j'étais à l'école primaire, par exemple, ou au collège ou au lycée, mes professeurs ne me parlaient pas de laïcité. Tout était pacifié. C'est vrai, on ne l'évoquait même pas. Justement, dans votre pièce, vous l'évoquez, Jean-Marie Besset, l'islamisme. Oui, bien sûr, j'évoque l'islam, mais enfin, je voulais revenir sur ce que vous disiez par rapport au christianisme aussi.
pour parler de la chose, enfin de cette idée de nation, de langue et de telle qu'elle se pose aujourd'hui finalement pour vos auditeurs de 2025 et le problème, si vous voulez, ce qui sépare de Gaulle, même de Macron, c'est que nous sommes entrés dans une réalité virtuelle aujourd'hui. Beaucoup de gens vivent par les écrans, sur leur smartphone, sur leur ordinateur, sur leur télévision, etc. Or, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est ce que disait Éric tout à l'heure sur la Révolution, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'homme et le citoyen. Il n'y a pas d'intelligence véritable sans le corps humain. Voilà, c'est-à-dire que le corps et le cerveau humain, c'est de là que ça vient, parce que chaque mot, les Anglais avant la Révolution française, ils ont donné l'habeas corpus, que tu es un corps, le corps. Bergson, qui était le philosophe préféré du général de Gaulle, Bergson a dit le présent, il définit le présent, il définit l'actualité. Le présent, c'est ce qui arrive à mon corps. Et en fait, l'urgent, c'est ce qui menace mon corps. On s'est décorporalisé, on s'est déshumanisé. On s'est décorporalisé. Et si vous voulez, et le christianisme, c'est justement le corps, c'est la célébration du corps. L'incarnation. Je veux dire, oui, c'est l'incarnation. Le corps du Christ est véritablement présent dans l'hostie et c'est une religion du corps et de l'individu. Jésus ne parle jamais à des masses, il parle toujours à un individu. Il ne parle pas de la condition sociale des Samaritains. Il s'adresse à la Samaritaine. Alors justement, Éric Anseau, est-ce que la France est décorporalisée de ce point de vue-là ? Oui, d'une certaine façon. Enfin, c'est une question un petit peu complexe parce qu'effectivement, maintenant, nous sommes dans un régime de laïcité. La laïcité est là pour pacifier les relations religieuses et des excès qui pourraient apparaître dans la société. Sous la Troisième République, en fait, il y a 5 piliers. On évoquait tout à l'heure l'école, il y a la démocratie, il y a la société, il y a l'armée, il y a la laïcité. Et désormais, elle est inscrite dans notre Constitution depuis 1946. Tout à fait. Mais vous n'avez pas l'impression, Éric, vous n'avez pas l'impression que la laïcité, au contraire, en fait, en sauvage la société plutôt qu'elle l'apaise, comme faisait la religion. Non. Moi, je pense qu'il faut être plus proactif en termes de laïcité, mais je pense que dans la société telle que l'on vit aujourd'hui, malheureusement, on va être pas en accord ici. On a des gens de toutes origines, on a bien évidemment énormément d'athées, d'agnostiques, on a aussi une très forte communauté musulmane et il faut faire nation tous ensemble. Et donc, c'est très compliqué, j'en suis bien conscient. Et la laïcité, une laïcité ferme, bien sûr, c'est ce qui nous le permet. Éric Anseau, en 30 secondes, selon vous, la nation française, quel est son avenir et en a-t-elle un ? Alors moi je crois, si vous voulez, c'est tout à fait fondamental, ça nous ramène à la laïcité. Il faut que nous ayons des politiques qui se projettent plus et qui projettent et qui donnent un horizon en fait à nos compatriotes et pour faire nation. Parce que le problème est là, on a des politiques qui vivent à la petite semaine, très éloignées, alors là pour le coup du général de Gaulle. Et dans la définition que je donnais, j'ai démarré avec elle de l'Académie française, il y a le présent, il y a bien évidemment le passé fondamental, mais il y a aussi l'avenir. Il ne faut surtout pas l'oublier. Là, le président Macron, il est beaucoup dans la commémoration parce que c'est le roi est nu, en fait. Il a quasiment tout perdu, il n'a plus de pouvoir. Et moi, j'aspire à ce qu'on ait un grand politique ou des grands politiques ou une grande politique, pourquoi pas une femme, mais qui redonne un horizon à notre nation. Merci Éric Anseau d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre Histoire de la nation française est paru chez Talendier. Jean-Marie Bessé, dans un instant sur Sud Radio, eh bien vous nous direz tout sur votre pièce De Gaulle qui apparaît en songe à Emmanuel Macron, qui se joue actuellement à Paris au théâtre de Jazé. Courez-y voir cette pièce, chers auditeurs. Le jeune président, mon général. Suétone dit de Jules César qu'il était le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris. Il a fini percé de coups de poignard et par son propre fils. Ma femme, c'est ce qu'il y a de mieux chez moi. Cela nous fait un point commun. Moi, j'ai eu la Première Guerre mondiale, j'ai eu la Seconde. Ensuite, j'ai dû régler les guerres de la décolonisation de nos territoires. Et vous? J'ai eu à faire face à une épidémie d'amplitude mondiale, à un mouvement de révolte populaire. Une jacquerie. Oui, des gilets jaunes
Il voulait venir me chercher, ici. Vous cherchez ici. Fallait-il que vous les eussiez excités? Oui, je leur avais dit, si vous n'êtes pas content, venez me chercher. Non, c'était une phase malheureuse, hein. Extrait de la pièce De Gaulle apparaît en songe à Emmanuel Macron qui se joue actuellement à Paris au théâtre de Jazé. André Berkoff, cette pièce est signée Jean-Marie Besset qui est notre invité jusqu'à 14h en direct sur Sud Radio. Jean-Marie, comment avez-vous eu l'idée de ce dialogue imaginaire entre eux? Eh bien, un jour que je déjeunais avec Philippe Tesson, il m'a dit « Tu n'écris pas assez de théâtre politique ». Et alors, donc je lui ai dit « Mais j'ai cette idée, mais on va attendre que peut-être, parce que c'était juste avant la seconde campagne le second mandat présidentiel. Ouais. Je lui ai dit, si Macron est réélu, je vais écrire une pièce, je voudrais écrire une pièce sur De Gaulle apparaît en songe à Emmanuel Macron. Et donc j'ai imaginé, donc il m'a dit banco, je t'en passe commande, et c'est comme ça que ça s'est fait. Notre cher Philippe Tesson, Et il y a une réplique qui définit votre pièce. De Gaulle dit à Macron, vous êtes un homme du changement, alors que moi je suis frappé par la permanence des choses. Selon vous, est-ce que c'est ça la grande différence entre eux? C'est une des grandes différences, mais je crois que... Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Mais enfin, je crois que, si vous voulez, la première phrase que vous venez de citer là, à l'antenne, je précise que c'est Nicolas Vial qui joue Macron et qu'il est formidable. Il est formidable. Incroyable de ressemblance en plus avec l'original, et puis aussi Stéphane Dos qui joue De Gaulle. Mais la première phrase a donné le ton de la pièce, c'est-à-dire « Alors c'est vous le jeune président ». Et en fait, je pense que, si vous voulez, tous les problèmes qu'a rencontré Emmanuel Macron sont liés à sa jeunesse. Vous vous rendez compte qu'on a élu un homme de 39 ans président de ce pays. Et alors depuis, maintenant, on fait machine arrière. Je pense que si on avait élu M. Fillon, le sort de la France aurait été différent ces dernières années. Mais là, maintenant, on a pris un homme beaucoup plus mûr, M. François Bayrou, après avoir pris des premiers de la classe. Et je crois que les premiers de la classe, les jeunes gens en costume et cravate que nous avons eus les uns après les autres, si vous voulez, n'ont pas tout à fait convaincu les Français. Voilà. Et oui. Et De Gaulle dit à Macron dans votre pièce, vous semblez effectivement bien adolescent dans ce palais dont l'emphase sied mieux à des hommes d'une certaine trempe. Et Macron lui répond donc, n'en croyez rien, je vieillis à un rythme de chien. Oui. Et De Gaulle rajoute en disant, à votre âge, eh bien on me prenait pour un huluberlu. Voilà, oui, bah, c'est-à-dire, c'est la jeunesse, je crois, moi, si j'essaie de me reporter à comment j'étais quand j'avais 39 ans, je me vois pas tout à fait à la tête de la France, si vous voulez, parce que des carrières comme ça, c'est en général des généraux ou des gens, Alexandre le Grand, Napoléon Bonaparte, enfin des gens qui ont conquis des territoires, qui ont gagné des batailles. Oui, mais est-ce que, alors tout le problème est là, mais est-ce que si on ne choisit que, c'est très bien, je crois que c'est pas une question d'âge, mais si on ne choisit que des chevaux de retour qui ont déjà tout accepté, est-ce que c'est ce qu'il nous faut pour un pays comme le nôtre? Je vous rappelle que le général de Gaulle a été élu pour la première fois à 70 ans. C'est vrai. Enfin, c'était un homme de résistance, depuis longtemps. Certes, mais les Français ne l'ont élu vraiment qu'en 70 ans. Parce qu'avant ça, si vous voulez, il a pris le pouvoir suite à la geste extraordinaire de la résistance, de Londres, du coup de poker qu'il a fait avec Churchill, qu'il a laissé parler à la radio de Londres. Donc il doit tout... Parce qu'il arrive à Londres, il n'est rien, il dit la France c'est moi. Essayez de faire ça. Fabuleux. C'est incroyable quand même. Mais il faut avoir le tempérament de faire ça et la volonté de faire ça. Mais ça venait de loin. Ça venait de loin. Et là, je viens d'écrire une quatrième pièce, alors en alexandrin, qui va paraître bientôt à l'Avant-Scène Théâtre, et qui s'appelle Hélène, et qui revient sur les journées de Bordeaux, qui sont la fin de la France, où De Gaulle s'oppose au maréchal Pétain, puisque peu de Français le savent, mais De Gaulle et Pétain ont fait partie du même gouvernement pendant 15 jours. Et puis De Gaulle a été... dernier gouvernement de la De Gaulle a été ton République. nègre, entre guillemets. Enfin, il a écrit certains des livres de Pétain, je crois. Ah bah oui. Et du coup, Pétain lui en a voulu, parce qu'en fait, Pétain lui a dit, mais c'est moi qui vous avais donné l'idée, je vous ai pas donné
donné l'autorisation de publier ça, etc. Enfin bon, ça c'est mais ça c'est autre chose. Mais Jean-Marie Bessé, pourquoi vous avez choisi juste un mot? Alors justement, c'est intéressant. Vous avez donc Macron est là, il somnole, on le voit à la pièce. C'est vrai que la ressemblance est extraordinaire avec Macron, l'acteur. Nicolas Vial, Nicolas Vial, effectivement, et apparaît le général. Et en fait, c'est très frappant quand même. Ils appartiennent à deux planètes différentes, en dehors même de l'âge et autres. Oui, et pourtant ils sont dans le même lieu. Moi, je crois beaucoup aux lieux. Voilà, je pense qu'il y a des lieux. Dans ma première pièce, Villa Luco, où je confrontais De Gaulle et le maréchal Pétain, Pétain lui demandait dans sa cellule de la prison de l'Île-Dieu, il lui demandait pourquoi vous êtes venu me voir. Et De Gaulle lui répond, il n'y a pas que des moments, il y a des lieux où l'histoire rend des comptes. Je crois, et les lieux sont, voilà. Par exemple, dans la pièce, à un moment donné, De Gaulle plaisante et dit à Macron, mais vous savez, il m'arrive de me promener au Kremlin parce que ah bon, lui dit Macron, et pourquoi au Kremlin? Parce que on ne le sait pas toujours, dit De Gaulle, mais il est arrivé que Napoléon, quand il était en Russie, tienne son conseil des ministres au Kremlin, et donc c'est un peu chez nous, c'est un peu la France. Donc il y a eu plusieurs conseils des ministres. Au Kremlin, c'est-à-dire, vu d'aujourd'hui, ça paraît incroyable, si vous voulez, parce que vu ce qui se passe en plus. Oui. En tout cas, effectivement, dans votre pièce, il faut le stipuler, il y a vraiment des scènes cocasses, notamment quand De Gaulle demande des comptes sur l'état de notre pays à Macron. Il lui fait donc plusieurs reproches, et il y a un reproche effectivement que j'ai retenu, c'est surtout celui sur le fait que la France ait perdu sa souveraineté technologique. Ça, il le vit mal, il est vraiment en colère dans votre pièce, De Gaulle. Ah bah oui, parce qu'il dit je vous avais laissé tous les instruments, qu'en avez-vous fait? Et le plan calcul, il dit c'est moi, donc dit De Gaulle, mais alors, et la compagnie internationale de l'informatique, alors De Gaulle lui dit C2I, ça a été racheté par les Américains, c'est devenu Honeywell Bull, puis Honeywell, puis rien du tout. Et en fait, aujourd'hui, non mais moi j'appartiens à une génération, si vous voulez, où le slogan c'était en France on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors le président Trump, lui, dans son discours, il a dit qu'il y avait du pétrole et du gaz à n'en plus finir, et donc tout allait bien. Mais nous n'avons toujours pas de pétrole, mais nous n'avons plus non plus d'idées, parce qu'il n'y a aucune raison que les Français ne soient pas capables d'avoir eu la technologie pour faire les téléphones portables et les ordinateurs, qui sont les biens les plus prisés aujourd'hui. C'est-à-dire, les puces, elles sont fabriquées à Taïwan et en Corée. Et donc, comment se fait-il que notre pays, avec tous nos ingénieurs, comme dit De Gaulle, tous ces ingénieurs, les centraliens, les polytechniciens, ces jeunes gens fringants en costard et aux lunettes fines. Donc, comment se fait-il qu'ils aient tout abandonné? Et Macron lui dit je suis de votre avis, je veux rétablir la souveraineté nationale. D'ailleurs, on fait des semi-conducteurs, comme on fait des choses. On fait des sommets sur l'intelligence artificielle aussi. Voilà, alors ça, c'est terrible. Ça. Selon vous, est-ce que Macron est obsédé par De Gaulle, comme le sont la plupart des hommes politiques? À un moment, dans votre pièce, il dit « Depuis que vous êtes parti, nous sommes tous là à vous scruter ». Ouais. Oui, moi j'ai été frappé. Il y a plusieurs photographies de la photographe officielle d'Emmanuel Macron à l'Élysée, et il y a notamment une photo où on le voit descendre de l'escalier là à l'Élysée, et dans l'ombre il y a le portrait, le grand portrait du général de Gaulle au-dessus de sa tête. Et je crois qu'en effet, De Gaulle obsède vraiment le général de Gaulle. D'ailleurs, à un moment donné, De Gaulle lui dit « Tenez, vous me rappelez Moulin. Il était comme vous, il était jeune, il était moderne, il avait l'air de tout vouloir réconcilier, de brouiller les idéologies. » Oui, de concilier l'inconciliable. De concilier l'inconciliable. Ouais. Et en fait, Macron lui répond mais non, je serais plutôt comme vous, puisque moi, Moulin, il est mort, tandis que vous avez présidé aux destinées des Français. » Alors, voilà, donc...
Et De Gaulle lui dit, ah bon, oui, d'accord, je vois, vous serez plutôt comme moi, quoi. Vous êtes aujourd'hui ce qu'autrefois je fus. Mais il est dans votre pièce, il est assez indulgent envers Macron, De Gaulle, quand même. Parce que ça se passe dans la tête de Macron, ce C'est vrai. Ah oui. C'est vrai. Donc, Faut le C'est rappeler. peut-être l'inverse qu'il aurait fallu faire, remarque. On parlait du corps tout à l'heure. Je crois que le théâtre, c'est génial de ce point de vue-là. Et le théâtre déjazé, où se joue la pièce, est un théâtre totalement hanté. Place de la République, je le rappelle. Non. Oui, boulevard Place du de la Temple. République, C'est le ça, seul théâtre qui reste du boulevard du Crime. C'est le vrai. théâtre où ont été tournées les scènes d'intérieur des Enfants du Paradis, le merveilleux film. Mais ce théâtre, figurez-vous, a été construit comme un jeu de paume au départ par le comte d'Artois, le futur Charles X. Ouais, Et donc la reine Marie-Antoinette, qui était sa belle-sœur, a donc fait la fête là-bas. Elle a dansé en perdant la tête, si j'ose dire. C'est le plus vieux théâtre de Paris, non? Oui, c'est un des plus vieux théâtres de Paris. Oui. 1770. Et en fait, si vous voulez, c'est le théâtre a ça de génial que c'est le corps de l'acteur qui est là, présent devant nous. Je crois qu'un jour, peut-être le cinéma tel qu'on le connaît n'existera plus. Je crois que la télévision, peut-être telle qu'on la connaît, n'existera plus. Mais je crois que le théâtre existera toujours. Ça fait déjà 2500 ans que ça dure. Ainsi soit-il. Eh oui, Jean-Marie Besset, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que votre pièce De Gaulle apparaît en songe à Emmanuel Macron se joue au théâtre de Jazet à Paris du mardi au samedi à 20h30 et à 16h le samedi et le dimanche. Chers auditeurs, si vous êtes de passage à Paris, ne ratez pas si vous êtes ce parisien rendez-vous. aussi. Et si vous êtes parisien aussi. Pour une expérience réelle. Exactement.